Malone avait toujours pressenti la présence d'un mystère latent dans l'existence. Dans sa jeunesse, il percevait la beauté et l'extase cachée des choses et était poète. Mais la pauvreté, le chagrin et l'exil l'avaient forcé à tourner le regard dans d'autres directions plus sombres. Il avait frémi de voir comme le mal était implanté dans le monde qui l'entourait. Son quotidien n'était plus qu'une fantasmagorie d'ombres macabres, tantôt vernis scintillant et menaçant, dissimulant une pourriture sous-jacente, dans le plus pur style de Beardsley, tantôt évoquant à mi-mot la terreur qui se cache derrière les formes et objets de tous les jours, comme dans les travaux plus subtils, moins premier degré, de Gustave Doré. Pour lui, il était heureux que la plupart des gens dotés d'une grande intelligence se rient des mystères les plus impénétrables. Car, pensait-il, si les esprits supérieurs venaient jamais à se trouver au contact des secrets préservés par des cultes anciens et modestes, les anomalies qui en résulteraient auraient vite fait non seulement de provoquer la ruine du monde, mais aussi de menacer l'intégrité de l'univers. Ce raisonnement était évidemment morbide, mais d'une logique imparable, et empreint d'un profond humour. Malone se satisfaisait que ces idées fussent considérées comme de vagues visions interdites dont on pouvait se moquer. L'hystérie ne survint que lorsque le devoir le jeta dans les griffes d'une révélation trop soudaine et insidieuse pour qu'il pût y échapper. Il était affecté depuis quelque temps au poste de police de Butler Street, à Brooklyn, lorsqu'il eut connaissance de l'affaire de Red Hook. Ce quartier est un dédale sordide, peuplé de gens de toutes origines, près de l'ancien quai en face de Governor's Island. De là, ces ruelles sales gravissent la colline jusqu'à Clinton Street et Court Street, des rues gagnées par le pourrissement, qui de là conduisent vers Borough Hall. Les maisons, pour la plupart en briques, datent de la première moitié du XIXe siècle. Certaines ruelles et allées secondaires, particulièrement obscures, ont cette séduisante saveur d'antan que les conventions littéraires nous font qualifier de dickensienne. La population est irrémédiablement mélangée et énigmatique. Syriens, Espagnols, Italiens et Noirs se marchent les uns sur les autres, non loin de fragments de quartiers scandinaves et américains. Ce haut lieu du brouhaha et de la saleté fait entendre des cris étranges, en réponse au clapotis des vagues huileuses sur ces appontements crasseux et aux monstrueuses litanies d'orgue des sifflets du port. Il y a bien longtemps, cet endroit était tout à fait différent, entre les marins aux yeux clairs des rues basses et les grandes demeures des hauteurs, foyers où régnaient intelligence et bon goût. On peut trouver les vestiges de cet ancien bonheur dans la silhouette élancée des bâtiments et dans la forme gracieuse de certaines églises, et la preuve de l'existence d'une tradition et d'un art originaux dans certains détails épars. Un escalier usé, un pas de porte abîmé, une paire de colonnes vermoulues ou un coin de parc jadis vert aux grilles de fer tordues et rouillées. Les maisons sont en général collées les unes aux autres, et ici et là une coupole percée de nombreuses fenêtres se dresse, témoin d'un temps où des familles de capitaines et d'armateurs contemplaient la mer. De ce fouillis de putréfaction matérielle et spirituelle, les blasphèmes d'une centaine de dialectes montent à l'assaut des cieux. Des hordes de rôdeurs titubants arpentent les ruelles et artères en beuglant et en chantant. De temps en temps, une main furtive éteint brusquement la lumière et tire les rideaux, et des visages basanés, grêlés par le péché, disparaissent des fenêtres quand des visiteurs s'aventurent dans leur rue. La police désespère de rétablir l'ordre ou de voir la moindre amélioration, et cherche plutôt à ériger des barrières pour protéger le monde extérieur de la contagion. Le fracas de la patrouille obtient pour toute réponse un silence spectral, et les truands, lorsqu'ils sont pris, ne font jamais de confidence. Les délits sont aussi variés que les dialectes locaux. Ils vont de la contrebande de rhum et l'introduction d'interdits de séjour au meurtre
et à la mutilation les plus horribles, en passant par tous les degrés d'illégalité, tous les vices les plus obscurs. Le fait que l'on ne constate pas plus souvent ce genre de délit est arrangé avec les nombreux défauts du quartier, le savoir-faire en matière de dissimulation n'étant pas franchement une qualité. Il entre plus de gens à Red Hook qu'il n'en sort, ou en tout cas qu'il n'en sort par voie terrestre, et ceux qui partent sont en général les moins loquaces. Malone décelait dans cet état de choses un certain relent évoquant des secrets plus terribles que n'importe lequel des péchés que dénoncent les citoyens et déplorent les prêtres et philanthropes. Cet homme, qui alliait imagination et connaissance scientifique, savait que nos contemporains, lorsqu'ils vivent au contact de l'illégalité, ont une étrange tendance à reproduire dans leur vie quotidienne et les rituels qu'ils observent les schémas instinctifs les plus noirs, les plus primitifs de leurs ancêtres, ces sauvages à moitié simiesques. Il avait souvent observé avec un frisson d'anthropologue les processions de jeunes gens aux yeux chassieux et à la peau tavelée, qui marchaient dans le petit matin sombre en chantant et blasphémant. On voyait en permanence des groupes de jeunes de ce genre, en faction, l'air menaçant au coin des rues ou sur le pas d'une porte, jouant sinistrement sur un instrument de musique bon marché, somnolent, l'air ahuri, ou plongés dans des conversations indécentes, attablés dans une cafétéria près de Borough Hall. Parfois, ils discutaient à voix basse autour de minables taxis garés près du perron surélevé d'une vieille maison branlante aux volets soigneusement clos. Malone n'aurait osé dire à ses collègues à quel point tout cela l'effrayait et le fascinait. En effet, il croyait voir dans le comportement de ces gens le fil monstrueux d'une continuité secrète, un schéma récurrent et cryptique, aussi ancien que maléfique, tout à fait au-delà et en deçà de la masse sordide des faits, habitudes et repères dont la police dressait si consciencieusement la liste. Il devait s'agir, pensait-il, des héritiers de quelques traditions primitives et choquantes partageant des cultes et cérémonies vestigiaux, avilis et disparates, qui dataient d'avant l'humanité. Leur cohérence et leur efficacité le suggéraient, de même que l'ordre que l'on soupçonnait derrière leur sordide désorganisation apparente. Malone n'avait pas lu en vain des traités comme « Le culte de la sorcellerie en Europe occidentale » de Mademoiselle Murray. Il savait que, jusqu'à des temps récents, les paysans et les gens sournois étaient restés fidèles à un système effrayant et clandestin de réunions et d'orgies, système qui remontait aux sombres religions antérieures au monde arien, et que l'on retrouve dans les légendes populaires sous la forme de messes noires et autres sabbats de sorcières. Malone n'imaginait pas un seul instant que ces vestiges infernaux de la vieille magie et des cultes de la fertilité asiatico-touraniens fussent tout à fait morts. Il se demandait d'ailleurs si certains d'entre eux n'étaient pas plus vieux et plus noirs que les pires légendes qui se racontaient à voix basse.